Épisode 2. Aperçu du processus de couronnement. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce deuxième épisode du Parti royaliste du Québec. Aujourd'hui, on va voir ça va être qui le roi ou la reine, comment on va le ou la trouver, et puis un petit peu comment tout ça va fonctionner. Ça va être qui le roi ou la reine? Sera roi ou reine du Québec, des Québécois et des Québécoises, celui ou celle qui sera reconnu comme tel par la majorité de ses concitoyens et de ses concitoyennes. Pour moi, un bon roi ou une bonne reine, c'est pas nécessairement quelqu'un de très politique au sens professionnel du terme. C'est pour moi un homme ou une femme du peuple qui aurait accompli des faits extraordinaires dans sa vie. Quelqu'un qui aurait réalisé de grandes choses et que la vie serait remplie d'exemples qui pourraient inspirer le commun des mortels. Ça devrait être un de nos plus grands citoyens ou une de nos plus grandes citoyennes. Ça pourrait être, par exemple, une grande athlète ou un grand artiste. Comment on va trouver cette personne-là? Bon, il faut se mettre dans un contexte dans lequel le Parti royaliste serait au pouvoir. Pour que ça arrive, il doit y avoir au moins 63 députés royalistes d'élus lors d'une élection générale au Québec sur une possibilité de 125. 63 députés, c'est quand même un nombre considérable. Puis ça voudrait dire qu'à ce moment-là, l'idée du royalisme aurait déjà fait un bon bout de chemin là, dans la population. Les médias, en quête de sensation, auraient probablement déjà interrogé des personnalités publiques à savoir qu'est-ce qu'ils pensent de ça et si le poste pourrait les intéresser. Sûrement qu'il y en a là-dedans qui vont dire qu'ils ne veulent rien savoir de ça, mais possiblement et probablement, ils vont en avoir qui vont trouver que c'est une bonne idée puis qui vont dire qu'ils sont prêts là, à porter notre couronne. Dans le fond, quand la vague royaliste va déferler sur le Québec, il y a des bonnes chances qu'on ait déjà une idée, ça va être qui notre roi ou notre reine. Mais il ne faut quand même pas paniquer là, avec la crainte qu'on pourrait avoir là, par rapport à ce que cette personne-là serait peut-être pas parfaite là, pour faire le travail. Parce que si on prend le cas des monarchies modernes, où la couronne se transmet dans une même famille de génération en génération, et que l'ordre de succession là, est clairement établi, souvent, le plus souvent qu'autrement, là, c'est des gens très ordinaires qui se ramassent avec une couronne sur la tête. Là. Bon, vous allez peut-être me dire là, qu'à cause de la génétique, ces gens-là peuvent avoir des traits particuliers, mais c'est des traits quand même qui n'ont rien à voir là, avec des notions là, comme le courage, la détermination, le sens de l'honneur, la grandeur d'âme et de cœur, là, qu'on est en mesure de s'attendre là, d'un bon monarque. Dans le fond, ça pourrait être à peu près n'importe qui. Puis c'est un peu ça là, l'idée derrière le concept du royaume populaire. Dans le fond, là, si advenant que le régime perdure pendant plusieurs siècles, on pourrait s'attendre à avoir environ un couronnement par génération. Ça voudrait dire que tous les Québécois et les Québécoises qui naîtraient sur le territoire du Québec auraient environ une occasion dans leur vie, là, ou au moins une occasion dans leur vie de devenir roi ou reine. Je dis que ça pourrait être n'importe qui, mais il y a quand même une notion là, une petite notion de destin là-dedans. Je vous ai déjà dit que ce ne serait pas moi. Puis quand on regarde le tableau, on dit bon, ça sera sûrement pas lui, ça pourra pas être lui, ça sera pas lui. Puis finalement, on se rend compte que c'est lui. Une fois qu'on a une idée de qui ça peut être, comment on rend ça officiel? Eh bien, en passant par un processus référendaire de manière à consulter tout le monde. Le gouvernement royaliste prendrait en considération les personnalités publiques qui ont montré un intérêt pour le poste et devraient aussi prendre en considération l'opinion que la population se fait de ces personnes-là. Là. C'est une démarche qui pourrait prendre 2 tours. Dans un premier tour, on proposerait un homme et une femme avec une question là, qui ressemblerait à « Souhaitez-vous que M. X devienne roi ou que Mme Y devienne reine? » Dans le cas d'un oui, on peut passer au deuxième tour. Mais dans le cas d'un non, ça pourrait vouloir dire 2 choses. Soit que au moins une des 2 personnes proposées fait vraiment pas l'affaire là, dans la population et les gens ne veulent rien savoir d'avoir cette personne-là sur le trône. Ou encore, c'est possible que la population ait changé d'idée et que l'idée de fonder un royaume, ça ne l'intéresse plus. Donc, dans le cas d'un non, ça va être très important là, d'analyser un petit peu c'est quoi qui pourrait avoir poussé les gens à voter non. Mais dans le cas d'un oui,
On passe au deuxième tour, et le deuxième tour consiste, dans le fond, à faire choisir entre le monsieur pour devenir roi et la madame pour devenir reine. Ça devient un vote de majorité. Et voilà, Vox Populi, Vox Dei, le Québec devient un État souverain. Bon, ben c'est bien beau tout ça, mais on peut se demander qu'est-ce qui va se passer, mettons, si le monarque il devient fou ou qu'on se rend compte que c'est vraiment là, une mauvaise personne, puis il n'y a plus personne qui veut le voir là. Dans la Constitution du Royaume du Québec, le gouvernement élu va avoir le droit de destituer un monarque en passant par un référendum. Il faut avoir à l'esprit là, qu'une fois que le royaume va être fondé, la notion de gouvernement royaliste et de parti royaliste aurait pu vraiment leur raison d'être. Parce que, dans le fond, vu que le royaume va être fondé, le travail va être accompli à ce niveau-là. C'est quand même un concept qui pourrait revenir là, dans le cas là, si, par exemple, on connaissait une longue période où il n'y a aucun gouvernement qui fait rien pour couronner un monarque et qu'on serait on sentirait le besoin d'en avoir un. Ce qui m'amène à parler du prochain point. Qu'est-ce qui se passe lors de la fin d'un règne? Lorsque le monarque est destitué, il abdique ou qu'il meurt. Bon, dans le concept du royaume populaire, il n'y a pas de succession désignée. Ça fait que, dans le fond, le régime va être une suite d'alternances entre le règne d'un monarque et une régence. La régence, c'est le terme qu'on utilise pour définir la période de transition entre deux monarques dans une monarchie. La régence, c'est une des notions les plus complexes là, du régime proposé, parce que ça touche aux raisons fondamentales qui rendent légitime le régime royaliste. Parce que dans le fond, si on donne aux régents les mêmes pouvoirs qu'au roi ou qu'à la reine, ça enlève de la valeur à la consultation populaire qui met la couronne sur la tête de ces personnes-là. Là. Sauf qu'il faut aussi que le régent ait certains pouvoirs pour que l'ensemble du système de monarchie constitutionnelle là, continue à se tenir. Là. Mais dans le fond, dans le cas qu'on se ramasserait avec un régent qui ferait juste signer des papiers, puis il n'y a à peu près rien d'autre, mais ça nous éloignerait pas tant que ça là, du système actuel là, dans lequel on vit avec le lieutenant-gouverneur du Québec. Donc, si je résume, le gouvernement élu demande au peuple pour couronner un monarque et il doit aussi demander au peuple pour le destituer. On verra d'autres relations éventuellement là, de ce que j'appelle la triade politique du royaume populaire, triade composée du peuple, du gouvernement élu et du monarque. Merci d'avoir été à l'écoute. Dans le prochain épisode, on va laisser un petit peu le thème du royalisme et on va ouvrir une parenthèse pour tenter de donner une définition à un concept qu'on entend souvent parler en politique québécoise et canadienne. En attendant, je vous invite à visiter le site internet du parti au www.partiroyaliste.québec. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Royaliste et aussi vous pouvez me suivre sur Twitter à Samuel J. Giguère. Puis n'oubliez pas, si on veut, on va l'avoir notre royaume. Salut!